Alors nous allons voir à présent les nouveautés de Lightroom classique dans sa version 2020. Il y a plein de petites nouveautés, mais il y a toujours les nouveautés qui sont mises en avant par Adobe. En l'occurrence, dans cette version, il y en a 5. C'est pas des trucs monstrueux, on vient d'en parler. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur YouTube, où je fais un petit peu le débrief de l'Adobe Max en ce qui concerne la photographie. Je vais pas débriefer tout ce qui s'est passé sur toutes les applications, puisque c'est essentiellement la photographie qui m'intéresse. Donc voilà, c'est pas... il n'y a pas d'énormes nouveautés. On a la première nouveauté qui concerne le panorama. Donc, on va aller voir panorama. J'ai un petit panorama à vous proposer. Il a été pris par Pierre Fromentin lors d'un voyage, si mes souvenirs sont bons, au Honduras, mais je suis plus sûr. Et j'ai pas les balises GPS, mais bon, limite, on s'en fout un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une nouvelle option. Quand on va aller dans Fusion de photos panorama, on va avoir un truc qui s'appelle remplir les bords. Avant, on avait déformation des bords, à savoir, quand vous assemblez un panorama, il y a toujours, à cause de l'optique évidemment, un résultat qui est pas complètement droit. Donc, on a ce truc-là qui est assez nouveau, qui date de 2 ans dans Lightroom et qui d'ailleurs est excellent, hein, puisque vous pouvez du coup remplir les bords. Alors, je vais pas utiliser la même dénomination, mais vous voyez que d'ailleurs, au niveau du nom de la fonction, c'est peut-être pas très intuitif entre déformation des bords et remplir les bords. Même si c'est exact, parce que déformation des bords, ce que ça prend, ça prend tous les pixels qui sont là et ça les étire vers les bords. Ce qui peut poser des problèmes, en fait, en termes de déformation. Ça peut donner lieu à des... par exemple, ici, le lac et les montagnes, on voit que c'est un peu tordu, donc c'est pas génial. Ce qu'on pouvait faire avant même d'avoir déformation des bords, donc à l'époque de Lightroom 6, c'est faire un recadrage. À l'époque, on le faisait à la main, mais ensuite, on a eu recadrage automatique. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que ça prend la zone où on n'a rien qui dépasse, et puis il fait un recadrage, quoi. Donc ça veut dire qu'on perd un petit peu de matière au passage. Vous voyez, si je clique sur recadrage automatique, bah voilà, j'ai des bouts de montagne ici qui disparaissent, j'ai du ciel qui manque, voilà. Donc c'est sûr que c'est correct, mais il manque des morceaux. Et donc maintenant on a un nouveau truc, et c'est aussi présent dans Camera Raw d'ailleurs, puisque forcément ils partagent le même moteur. Donc remplir les bords, ce que ça fait, c'est que ça fait un content aware, c'est-à-dire un contenu pris en compte. En gros, ce qu'on faisait avant, c'est que, bon déjà, à l'époque, on passait pas par Lightroom, on le faisait dans Photoshop. Donc on assemblait avec Photomerge, et puis on faisait une sélection. On rentrait la sélection de 1 pixel, puis on inversait la sélection et on lui disait édition remplir contenu pris en compte. C'est vraiment comme ça qu'on faisait à l'époque de, je me souviens plus du contenu pris en compte, Photoshop CS 6, ça doit dater de 2012 ou 2013, un truc comme ça. Ouais, c'est assez récent, quoi. Peut-être même contenu pris en compte de CS5, je me souviens plus parce que ça commence à faire une vingtaine de versions, ça fait 20 ans que je fais du Photoshop, mais on était obligé de faire plusieurs opérations en fait. Maintenant on clique sur remplir les bords et boum, c'est-à-dire qu'il vous fait le contenu pris en compte tout seul, instantanément quasiment, ça prend plus ou moins de temps suivant le nombre d'images. Vous voyez que ça peut aussi poser des problèmes, par exemple ici j'ai un coup de contenu pris en compte qui est pas très heureux, et donc ce qui est génial c'est que ça marche la plupart du temps. Mais quand ça marche pas, le truc c'est que là, si je clique sur fusionner, je vais avoir un DNG qui va être produit par Lightroom, qui va être ajouté automatiquement au catalogue. Mais ensuite, ce truc-là, il faut que je l'amène dans Photoshop pour le corriger. C'est-à-dire que finalement, en fait, dans Lightroom, on n'a pas d'outil pour corriger ça. Alors, on peut faire des coups de tampon quand même, on peut aller bricoler, mais le tampon de Lightroom étant quand même particulièrement naze, puisqu'il a pas bougé depuis Lightroom 2, c'est-à-dire depuis qu'il est là, en fait. Et ça fait partie des trucs que j'aurais vraiment aimé voir évoluer dans Lightroom, c'est-à-dire que quitte à proposer ça, pourquoi ne pas proposer le contenu pris en compte dans Lightroom d'une manière aussi intéressante que celle de Photoshop. Mais bon, évidemment, les deux logiciels sont faits pour travailler ensemble. Vous êtes censé être abonné au Creative Cloud, donc et avoir au moins Photoshop plus Lightroom. Donc voilà, on part du principe que vous suivez le flux de travail Adobe, et que donc si vous voulez faire ce qu'on appelle du trucage et pas du développement, et encore la frontière peut être floue des fois, hein, là on est carrément dans le trucage, on n'est pas dans le développement, eh bien vous devez aller dans Photoshop. C'est la philosophie de Adobe en ce qui concerne le couple Photoshop et Lightroom. Personnellement, ça ne me gêne pas, mais je commence à voir quand même les limites de ce truc-là, à savoir on vous donne un contenu pris en compte, mais en gros c'est au petit bonheur la chance. Si jamais ça marche pas, ben c'est là où Lightroom va s'arrêter en fait, puisque dans Lightroom on peut plus
faire de trucage, enfin, on peut pas faire de trucage, il faut aller dans Photoshop. Alors ceci dit, pour cet exemple précis, on pourrait bricoler ce bout de pierre là, hein, peut-être à coup de correcteur, mais ça va être galère, alors que si on avait un contenu pris en compte, on pourrait faire un petit coup de lasso, et probablement qu'il irait prendre la texture de l'herbe. Enfin, en tout cas, on va pas cacher notre plaisir. Pour être tout à fait honnête, c'est un peu la nouveauté de Lightroom classique 2020. Il n'y a pas grand chose d'autre qui soit vraiment spectaculaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a la possibilité d'exporter les paramètres prédéfinis, les groupes de paramètres prédéfinis. Par exemple, si je prends une de ces images, elles sont d'ailleurs assez jolies prises à part, donc on va aller dans Fenêtre, Développement, et on va faire un truc sur cette image. On va faire un noir et blanc assez cru, donc on va faire haute lumière, on va descendre, on va pousser la clarté un peu à donf, histoire d'avoir du détail. Alors pardon, noir et blanc, on va aller là-haut, et ensuite je voulais descendre un petit peu. Hop, j'ai caché le panneau sans faire cru, je voulais descendre un petit peu pour voir le noir et blanc, qui ne s'active que si on a mis le mode noir et blanc, évidemment, donc on va les pousser peut-être... Alors, est-ce que j'ai rien en vert? C'est étonnant. Alors, c'est peut-être sur les jaunes, voilà. Et on va essayer de faire un truc un petit peu plus dramatique. Voilà, on va foncer les bleus, et est-ce que j'ai... On peut prendre la cible accessoirement pour bien voir où est-ce qu'on a la matière. Voilà, c'était les bleus. Voilà. Et on va remonter, faire un petit peu de contraste. Tac. Et ce truc-là, je vais l'enregistrer. Donc je vais créer un nouveau paramètre prédéfini. Et je vais le mettre dans la famille Julien Ponce. Et je vais mettre Punch Paysage NB1. Et je vais cliquer sur Créer. Donc ça prend toutes les options que j'ai sélectionnées. Donc il n'y a pas de problème. Alors j'avais déjà un paramètre prédéfini Punch Paysage 1. Et un paramètre pour noir et blanc. Ok. Donc si j'ai envie d'exporter ce groupe, maintenant c'est hyper simple. On peut faire clic droit. Et on peut dire exporter le groupe. Et j'ai déjà testé, vous le voyez sur le bureau, ça va faire un zip, je vais cliquer, et dans ce zip, on va aller sur le bureau pour voir, hop, julienponce.zip, on trouve les deux XMP avec mes deux paramètres prédéfinis. Alors attention, le nom du zip ne définit pas le nom du groupe, vous voyez que mon groupe s'appelle Julien Ponce, mais je vais d'ailleurs l'effacer pour vous montrer que évidemment on peut réimporter, et le zip, je vais le renommer mes paramètres par exemple, ok. Donc ne croyez pas que quand je vais importer le zip qui s'appelle mes paramètres, ça va créer un groupe qui s'appelle mes paramètres. Il a bien enregistré à l'intérieur du zip et des paramètres prédéfinis que le groupe s'appelait en fait Julien Ponce. Donc en gros je vais faire ici importer des paramètres prédéfinis. Je vais chercher mon zip que je viens de créer et renommer d'ailleurs. Je vais cliquer sur importer. Boum, je retrouve bien Julien Ponce qui est le nom du groupe et mes deux paramètres prédéfinis. Donc ça c'est cool, on peut enfin exporter les trucs assez facilement. En termes de paramètres prédéfinis en tout cas. Donc ensuite, parmi les nouveautés, on a eu parmi les nouveautés de août, outre l'accélération de la carte graphique qui était très bienvenue parce que Lightroom Classic était un des derniers logiciels à ne pas supporter la carte graphique pour le traitement et non pas juste pour l'affichage. Capture One l'utilisait, On One l'utilisait, Luminar l'utilisait, enfin en gros tout le monde l'utilise sauf Lightroom. Bon maintenant, depuis le mois d'août, c'était une des nouveautés. Et une des nouveautés c'était de pouvoir mettre au niveau des collections, si on descend ici, voilà, d'avoir des collections et d'avoir des libellés de couleurs pour les collections. Par exemple, faire un clic droit et dire ajouter un libellé de couleur vert. Et vous voyez, il y avait une petite pastille ici. Et donc maintenant, on peut filtrer les collections par libellé de couleur aussi. C'était quand même assez logique, mais ça n'existait pas. Donc quand je peux dire, je veux voir juste les collections que j'ai mis en vert. Et boum, je me retrouve avec juste les collections en vert. Donc pour ceux qui sont des gros maniaques des collections, qui ont des catalogues de dizaines de milliers d'images, voire centaines de milliers d'images, et qui utilisent les collections, et vous faites bien, parce que c'est quand même vraiment un outil très puissant du catalogue de Lightroom, ben, vous allez pouvoir déjà leur mettre le libellé de couleur, donc ça c'était un ajout bienvenu, mais maintenant vous allez pouvoir filtrer par le libellé de couleur, donc ça c'est quand même accessoirement aussi très bienvenu. Donc parmi les autres nouveautés, il y a aussi la possibilité de faire différentes exportations en une seule fois. Par exemple, admettons que je veuille exporter cette image que je viens de travailler, donc je vais la remettre en paramètre de développement, hop, et je vais prendre convertir en noir et blanc, juste pour être sûr d'avoir un truc bien différent des autres. Voilà, j'ai pas utilisé mon preset noir et blanc, j'ai juste fait une conversion vite fait, et je vais dire fichier, exporter, donc jusque là rien de nouveau, mais maintenant vous remarquez des petites cases à cocher qui permettent en fait d'exporter plusieurs versions d'une image. Donc exemple, on va faire une version pour la retouche et on va faire une version pour la prévisualisation en JPEG pour le client. Donc on va mettre ça sur le bureau, on va mettre un sous-dossier, on va mettre export underscore client.
Donc je vais sortir un JPEG, voilà, qualité 60, vite fait, de 1000 par 1000, un truc vraiment petit, juste pour que le client puisse regarder, tout simplement. Et je vais passer un petit coup d'œil quand même, voilà, en SRVB. Donc on va ajouter un paramètre prédéfini. Donc ce paramètre prédéfini, ça va être du JPEG, 1000px 60. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça sort un JPEG avec un 1000 pixels pour le plus grand côté, et à 60 de qualité. Et je crée ce paramètre prédéfini. Et je vais en faire un autre, je vais faire pour la post-prod un Adobe 1988 ou Profoto RVB. Vous pouvez travailler en post-prod avec les deux. Moi je travaille avec Profoto RVB, 16 bits, on va pas redimensionner bien sûr. Et on va mettre un sous-dossier que je vais mettre sur le bureau _ post-prod. En général, moi je mets des trucs sur le bureau évidemment temporairement avant d'aller les ranger, mais pour un paramètre prédéfini, poum, ça crache les trucs sur le bureau, et après on peut les ranger correctement. Parce que si vous visez en gros, là par exemple dans le paramètre, un disque qui n'est pas branché au moment de l'utilisation du paramètre prédéfini, évidemment ça peut poser problème. Donc le bureau, lui, il sera toujours là. Hein. Donc c'est pour ça que je vous conseille de sortir des trucs sur le bureau. Alors par contre, si vous sortez des trucs qui vont peser 150 Go, ouais, ok, ça peut poser problème, mais je pense pas que vous sortiez tous les jours des PSD à hauteur de 150 Go. Bon, voilà. Donc faites attention quand même à la place que ça va prendre, mais je vais utiliser ça pour le moment pour Profoto RVB, blablabla. Hop, on est bon. Donc on va faire un nouveau paramètre prédéfini que l'on va appeler cette fois-ci PSD 16 bits Profoto RVB. Et donc il n'y a pas de redimensionnement, donc c'est pas la peine de mettre la taille. Il n'y a pas de notion de qualité puisque c'est du PSD. Et hop, j'ai un deuxième paramètre prédéfini de l'utilisateur. Bon, jusque-là, rien de nouveau, sauf que maintenant on a les petites cases, on peut dire, ah bah tiens, je vais exporter en JPEG, mais je vais aussi exporter en PSD 16 bits. Et vous voyez qu'il y a marqué paramètres prédéfinis multiples, il y en a deux qui sont sélectionnés, et on va cliquer maintenant sur exporter. Donc on va retrouver comme d'habitude notre petite barre de défilement là-haut qui indique les opérations en cours, on va aller voir le bureau, et devinez quoi, sur le bureau on a bien un PSD, et on a bien un JPEG de l'image que l'on a exportée. Donc on peut maintenant exporter en une seule opération en fait les images d'un seul coup. Donc si on regarde les nouveautés de Lightroom classique, on a vu remplir les bords du panorama, on a vu l'exportation multilo, on a vu l'exportation des paramètres prédéfinis et on a vu le filtrage de collection par libellé de couleurs. Et il reste juste parmi les nouveautés dites majeures, parce que bon, je considère pas ça comme une grosse mise à jour, hein, mais bon, il reste effacer l'historique. Alors allons voir ça. On va aller donc prendre cette image, on va aller dans fenêtre, et puis on va aller dans développement, et on a fait quelques trucs sur cette image. On a fait clarté, haute lumière, des niveaux de gris, on a un peu bricolé, on a fait des exportations. Et en fait, ce que ça sert à enlever les étapes que vous avez annulées et à ne pas les garder. Ça ne sert pas à enlever des trucs au milieu. Par exemple, je peux pas enlever tout ce qu'il y a entre exportation et haute lumière. Par contre, je peux dire, bon, en fait, tout ça, ça m'intéresse pas. Je vais revenir à la version que j'avais fait avant, une version un peu plus en couleur avec de la clarté, et tout ce que j'ai fait là-haut, je vais pas l'utiliser en fait, et j'ai pas envie que ça pollue mon historique, je veux repartir si vous voulez sur une base saine quoi. Donc on va faire un clic droit, et vous voyez qu'on peut dire maintenant effacer l'historique au-dessus de cette étape. Donc on peut pas faire en dessous, vous pouvez pas, forcément, vous pouvez pas annuler ce qu'il y a avant, si vous le gardez c'est que vous avez forcément les étapes d'avant qui vont être gardées, mais vous pouvez dire, je suis revenu en arrière, ces trucs là je vais pas les utiliser, donc autant que ça pollue pas mon historique. Et donc effacer l'historique au-dessus, boum, je reviens à clarté, et il n'y a plus rien au-dessus. Et ça permet de nettoyer un peu quand vous travaillez beaucoup sur une image, et que vous revenez en arrière, puis vous réessayez autre chose, puis vous revenez en arrière, et que vous faites ça plusieurs fois, vous essayez des trucs et des machins, bon, ça peut donner un historique un peu démentiel au bout d'un moment, et le jour où vous vous dites, bon ça y est là, j'ai trouvé mon truc, je sais ce que je vais faire sur cette image, je reviens à telle étape, tout ce qu'il y a au-dessus, je ne veux pas le garder. Donc vous faites clic droit, et vous effacez les trucs au-dessus. Alors là évidemment, il n'y a plus rien au-dessus, donc forcément il veut pas, mais si je reviens par exemple à une étape d'avant, juste à haute lumière, je peux faire clic droit, et dire effacer l'historique au-dessus, et il va m'enlever la clarté. Donc voilà, c'est pas dingue, hein, on va pas se mentir, mais bon, c'est quand même plutôt sympa. Franchement, je sais pas dans quelle mesure ça vous permet de sauvegarder des ressources, parce que c'est pas ça qui va défoncer votre catalogue, mais quand même, si vous êtes du genre à essayer plein de trucs, et que vous avez un catalogue, encore une fois, avec des dizaines de milliers d'images, ok, effectivement, la base de données, au bout d'un moment, à chaque fois que vous faites une opération dans Lightroom, ça fait une entrée dans l'historique, et donc forcément, ça rend le catalogue un petit peu plus complexe, plus long à optimiser et potentiellement un peu moins rapide. Donc
Si vous êtes du genre maniaque, effectivement, ça peut être cool de pouvoir faire ça. Mais bon, voilà pour les différentes nouveautés. J'ai fait une capture d'écran puisque c'est plus facile pour moi d'avoir les nouveautés affichées plutôt que de réinitialiser les dialogues pour qu'il me le remette au démarrage. Mais voilà en gros les 5 nouveautés qui font Lightroom Classic 2020. Je vous invite évidemment à essayer tout ça. Si vous faites beaucoup de panoramas, vous êtes clairement les gagnants de cette mise à jour. Et si vous utilisez les collections, vous êtes qui est déjà gagnant, puisque c'est vrai qu'au mois d'août on avait les libellés de couleurs, maintenant on peut filtrer par libellé de couleurs. On verra maintenant ce que nous réserve Adobe pour les prochaines mises à jour, puisqu'il y a des mises à jour tout au long de l'année, donc c'est vrai que là c'est un peu timide, puisque c'est la mise à jour pour l'Adobe Max, donc moi je m'attendais encore une fois à ce qu'il y ait vraiment un truc qui montre que il y a plein de nouveautés dans Lightroom, un truc majeur quoi. Bon voilà, on est sur un rythme très timide parce que voilà, les ressources sont parties sur le Lightroom mobile et les ressources pour Photoshop sont parties sur la version iPad, j'imagine au moins temporairement, mais bon, on peut quand même garder espoir que pour les prochaines mises à jour on aura quand même des trucs qu'on attend depuis longtemps, à savoir un nouveau correcteur, parce qu'il est naze le correcteur de Lightroom, la possibilité de mieux gérer les masques, puisque les concurrents permettent par exemple des XO, maintenant il y a une mise à jour, on peut ranger les masques, on peut les renommer pour pouvoir les retrouver plus facilement. Dans Capture One on a des calques pour gérer les masques, ce qui permet de faire des retouches plus complexes. Voilà, on a encore moyen d'améliorer Lightroom Classic, mais voilà ce qu'on a sous le pied pour Lightroom Classic 2020, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Lightroom Classic, merci de m'avoir suivi, bye bye.